Enfin, l'artiste fondateur de Restant, qui est de Line-Up, c'est Franck Noto. Donc c'est un artiste là d'ici, de Montpellier. Et Franck Noto, il a une génération de plus que moi. Et moi, je le connaissais, je connaissais son art. À l'époque, il graffait sous le nom de Zest. Et j'adorais ce qu'il faisait. On venait du même quartier. Il a graffé pas mal dans ce quartier. Il avait fait le gymnase où je faisais du basket quand j'étais plus jeune. Donc il a fait une fresque qui était assez monumentale. Et tous les jours, je la voyais, donc tous les jours, je la regardais, j'essayais de voir des trucs et tout. Et j'adorais vraiment ce travail-là. Il se trouve que j'ai dû faire un stage un peu plus tard chez un photographe, pareil du quartier Croix d'Argent, sans savoir que c'était le père de Zest. Et je faisais mes premiers dessins là-bas, je m'entendais très très bien avec son père, une personne que j'adorais, très sincèrement. Il m'a donné énormément il m'a fait beaucoup de comparatifs avec les dessins de son fils, avec des trucs. Et ça vraiment, ça me touchait beaucoup beaucoup à l'époque. Rendez-vous dans l'univers captivant de cet artiste qui illumine aussi bien les galeries que les rues des villes. Mara. Depuis 10 ans, Mara explore une silhouette à la fois intime et universelle. Son personnage, une figure blanche marquée d'une croix noire. Récemment salué par Forbes et Graffiti Art Magazine, il le décrit comme étant ni quelqu'un ni personne. Il est une présence, un miroir. Mara, dont la renommée ne cesse de croître, en séduisant un public toujours plus large aux 4 coins du monde, partage son atelier au cœur du tiers-lieu Restanque à Montpellier. Un espace vibrant dédié à l'art urbain et contemporain. Découvrez le parcours fascinant de ce talent, ses influences uniques et l'impact profond de son œuvre qui continue d'inspirer et de captiver les passionnés d'art. Quand j'étais petit, je voulais être le genre de gars qui pouvait dire moi j'ai vécu 3 ans à Amsterdam, et j'ai fait 5 ans à Tokyo, et puis après je suis parti là-bas. Et puis je voulais être un peu ce genre de gars-là. Il y avait des gens comme ça autour de moi et qui me fascinaient. Et je me disais que j'aimerais bien être ce genre de gars. Donc c'est un peu le genre de rêve que j'ai pu avoir. Après, moi j'ai très très vite rêvé d'une carrière artistique. C'est venu assez rapidement. Je pense vers le CE2, CE1 déjà, j'avais des envies d'expo, des envies de musée, des envies voilà, ce genre de choses. Mara, 30 ans, je suis artiste. C'était mon identité de savoir dessiner. C'est-à-dire qu'il y avait mon prénom, mon nom, tout ça, mais j'étais plus le gars qui sait dessiner. On a tous un peu je sais pas si c'est l'âge qui veut ça, mais on se raccorde plus avec ce qu'on sait faire. Voilà, on a tous des rôles dans une classe ou dans une école, peu importe. Il y a le sportif, il y a le mec qui fait ça, la meuf qui fait... Enfin voilà, chacun a son rôle. Et moi, ça a été beaucoup justement tourné autour du dessin. Donc est-ce que ça m'a aidé à me faire des amis ? Il y a une manière de briser la glace facilement et d'avoir un premier point d'accroche avec le dessin, je trouve. En offrant un dessin, en dessinant, et puis que quelqu'un se yeux et se dise « Attends, c'est pas mal ce que tu fais ». Donc voilà, on peut discuter à partir de ça. Donc je sais que ça m'a pas mal aidé, mais sans forcément que ça soit conscient. Voilà, j'ai juste fait ma petite vie d'adolescent et d'enfant, et je me suis construit autour de ça. Et je pensais que c'était un trait, mais en fait tu fais très... Ah, pour les croquis comme ça dépend, ouais. J'aime bien faire accentuer certaines zones, ça va dépendre, tu vois, des fois j'aurai des croquis comme ça un peu plus légers. Oui. Et des fois là, j'ai pas forcément d'idée, donc je croque, et puis dès que j'ai une idée un peu plus... j'essaie un peu plus la travailler les proportions. Là, il n'y a pas de proportions, c'est vraiment l'idée d'abord. Et après, j'ai travaillé un peu la forme. C'est quoi pour vous dessiner ? Petit, c'était plus de la communication que de l'évasion. C'était plus une manière de mettre en dessin des situations, des histoires que je voulais raconter. Savoir raconter beaucoup de choses en un dessin assez concis. J'avais déjà ce goût-là et je voyais le dessin vraiment comme ça, comme une manière de parler avec les autres. Moi, j'offrais beaucoup mes dessins quand j'étais petit. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de dessins de cette époque en stock, parce que je les donnais beaucoup. Et donc ouais, je pense que j'ai vraiment vu ça, comme un moyen de s'accrocher un peu aux autres. Enfin, de s'accrocher, un moyen de se connecter plus avec les autres. Après, oui, spontanément, forcément, il y a un moyen d'évasion. Je dessinais pas mal de fantastique, pas mal de...
Je sais pas ce qui me fascinait à l'époque, des robots, j'étais très vraiment attiré par tout ça. Donc voilà, j'essayais de reproduire ce que j'aimais. C'était vraiment ça. C'était, on va dire, le réflexe chez moi quand j'aimais quelque chose. Quand j'avais une phase, je sais pas, je marchais beaucoup en phase quand j'étais plus jeune. J'avais une phase dragon, par exemple, j'adorais ça à un moment. Et ben, je passais mes journées à dessiner des dragons. Puis après, je passais à autre chose. Ça a été, je sais pas, des robots, des trucs comme ça. Donc quand j'aime quelque chose, j'aime bien prendre l'axe du dessin. Là, cet après-midi, tu vas faire quoi? Bah là, j'aimerais bien finaliser deux, trois idées là, pour un projet là, que j'ai de t-shirts. J'aimerais bien avoir 2-3 t-shirts. Et après, beaucoup de tablettes. Et des factures aussi. Putain, faut que je fasse des factures aussi. Ça va être chiant. En fait, c'est jamais le même personnage. D'une œuvre à l'autre, je me dis pas, c'est le même personnage qui vit plein de situations. Ça peut être n'importe qui. Et donc oui, forcément, des fois, il va prendre l'apparence d'une femme, d'un vieillard, d'une fillette, peu importe, tant que ça apporte à l'histoire, et que l'histoire est cohérente. C'est tout ce qui m'importe, c'est ça. Donc après, le personnage, il évolue en fonction de l'histoire. Vous pourriez décrire la base du personnage ? La base du personnage, c'est un personnage assez masculin, c'est vrai, à la base. Tout blanc. Blanc parce que c'était le blanc du papier. Si j'avais du papier marron, je pense qu'il aurait été marron. Si j'avais du papier vert, il aurait été vert. Et il a une croix à la place du visage. C'est ce qui le définit le plus, très sincèrement. Et cette croix, elle est là parce que je savais pas dessiner de visage quand je l'ai créé, on va dire, ce personnage. J'avais le sens de la mise en scène, de l'histoire, je voulais raconter des choses, j'avais ce goût de la BD, des choses comme ça. Mais sans savoir faire de visage, je trouvais ça assez compliqué. Parce qu'une histoire sans émotion, sans l'expression faciale, sans le sourire, sans les yeux, je me disais que ça allait être complexe de raconter des choses et de faire passer quelque chose. Mais en fait, à force de faire des dessins avec ce personnage-là, avec cette croix, on va dire, pour me dire... je vais me concentrer sur l'histoire et je vais oublier. Je me pose pas la question de savoir à qui ça arrive, mais plutôt qu'est-ce qui se passe. C'est plus ça que je vais me poser comme question, quoi. Donc tout va s'axer autour de ça. Et donc ouais, la croix, elle représente ça justement, cette incapacité à faire des visages. Du coup, cette ouverture, on va dire, à ce que tout le monde puisse s'identifier à ce personnage, parce que je compte sur l'imagination de chacun. Pour pouvoir s'identifier, pour pouvoir mettre qui ils veulent à la place de ce personnage-là. Donc ça rend l'histoire encore plus personnelle parce qu'on peut mettre un peu de soi dedans. Alors la croix, elle n'est pas plate, elle est bombée d'une certaine façon, le visage est orienté. Oui, il est orienté. Je sais pas comment expliquer. Oui, non, mais c'est il est orienté c'est comme si c'était réellement la forme du visage, quoi. C'est comme si on prenait un visage humain, si t'enlèves... faut imaginer ça comme un masque, on enlève tout ça, mais il y a encore le calme, on va dire, de la tête. Je garde quand même ces codes très humanoïdes, mine de rien. Et puis voilà. Quelles sont vos contraintes ? Non, j'en ai pas. Moi, mais je me vois pas du tout, j'ai aucune contrainte dans ça. La mission que je me suis donnée avec ce personnage-là, c'est de l'élever, c'est d'essayer de l'emmener le plus loin possible et de raconter le plus d'histoires possible avec. Enfin, très sincèrement, je me vois pas du tout limité, je les vois pas en tout cas les limites encore. Et vous préférez les grandes toiles, les grandes surfaces, les petites surfaces ? J'aime bien tout faire, parce que ça va vraiment dépendre du moment. Des fois, je suis dans un mood où j'ai envie de faire quelque chose d'assez expressif, d'assez grand. Et puis, je fais ça 10 minutes, et puis à côté, je vais mettre sur ma tablette pour faire un dessin un peu plus... il y a plein d'énergies qui sont différentes. J'aime bien faire plein de projets en même temps, pour justement nourrir un peu et répondre, moi, à toutes mes envies sur le moment. Voilà, j'essaie vraiment de m'écouter. Et si je suis dans un mood de faire du grand, je fais du grand. Si je suis dans un mood de faire du petit, je fais du petit. Vous avez un petit croquis, une base que vous préparez, et après vous êtes sur la toile. Est-ce que vous refaites, vous repassez quand c'est raté ? Des fois, on est touché par la grâce et ça rentre en une fois. Des fois, quand ça veut pas, donc c'est beaucoup de passages. Comment dire, il n'y a pas de manière de faire, en tout cas chez moi. À chaque nouvelle toile, j'ai l'impression de réapprendre, de me dire qu'il faut que je reprenne des codes. Il n'y a rien d'acquis. En tout cas, je me dis pas, tiens, j'ai fait telle toile, maintenant c'est bon, je suis lancé. Non, à chaque fois, c'est un nouveau travail, c'est une nouvelle posture, des nouvelles couleurs, c'est une nouvelle journée même, donc on n'est pas trop le même qu'on était la veille ou l'avant-veille, peu importe. Donc faut tout réapprendre à chaque fois. Dans mon cas, en tout cas, c'est ça. C'est vraiment cette sensation-là. Vous travaillez tous les jours ?
Quand je suis en expo, c'est souvent tous les jours parce que j'aime bien être dans un rush, on va dire, et faire une exposition fraîche, entre guillemets. Donc avoir les toiles et les œuvres les plus proches possibles du jour de l'exposition. Donc j'aime bien ce rush-là. Et quand je suis dans ce rush, ouais, là je travaille vraiment tous les jours. Et après ça va dépendre des projets, ça va dépendre, mais en général quand même, moi j'essaie de tous les jours au moins faire quelque chose. Je peux avoir des très grosses journées, des journées un peu plus légères, mais j'essaie de le voir vraiment comme un travail et d'être à l'atelier vraiment tout le temps. C'est quoi pour vous la beauté? La beauté, de manière générale, ou bien vous voulez que je vous donne un exemple précis de Non, ce que par je rapport trouve à ce que vous faites. dans ce que je fais. Ce que je trouve moi le plus beau, on va dire, quand j'expose, c'est quand je vois quelqu'un qui regarde mon œuvre et qui se sent touché parce que ça le remet dans un... Comment dire? Parce que ça fait écho à une histoire qu'il a déjà vécue. Et moi, je crois que ce que j'aime réellement, c'est le lien qu'il peut y avoir entre l'artiste et la personne qui regarde via l'œuvre. Ce truc de se dire, ah putain, il a fait cette peinture et ça représente exactement ce que je pensais là maintenant, où il y a quelques... Peu importe, il y a une connexion en tout cas qui se fait. J'aime bien me dire qu'on est connecté, j'aime bien me dire qu'on ressent tous les mêmes choses et que des fois, plus c'est personnel et plus c'est universel. C'est ça que je trouve vraiment le plus beau dans une expo, même dans l'art de manière générale, quand je suis touché moi par une œuvre, que des fois, graphiquement, je pensais pas que j'allais être touché ou... Mais je sais pas, non, des fois on est connecté, c'est comme ça parce que l'œuvre elle est imbibée d'énergie sur le moment par l'artiste et j'aime bien cette connexion. Vous avez un exemple d'artiste qui est pour vous un maître ou avec qui vous êtes senti connecté Avec qui j'ai pu me sentir connecté? Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment été touché par le travail de Ernest Pignon-Ernest, un artiste qui fait du collage, qui fait des portraits très classiques. Vraiment, il incarne les deux. Il a un côté très classique dans son dessin, je sais plus du dessin ce qu'il fait d'ailleurs. Et ensuite, il va les coller dans la rue. Et le mix des deux, je le trouvais vraiment... il y a un équilibre qui est particulier. Et je me rappelle que ça m'avait... Je dois avoir 15 ans, 16 ans. Et je me rappelle de la sensation, je me rappelle que ça m'avait vraiment touché. Vous êtes un esthète, il faut que ce soit beau. Pas forcément. Non. J'ai pas du tout ce goût du beau, du joli, du mignon, des trucs. C'est pas du tout des trucs qui vont me toucher ou qui vont... comment dire, par exemple, si j'ai un collectionneur qui me dit cette toile, elle est parfaite, elle ira bien chez moi avec mon canapé. Voilà. Là, ça me parle pas. C'est pas vers là où... C'est pas le discours, en tout cas, qui m'intéresse et c'est pas là où je veux... C'est pas dans le genre de discours que je veux être. C'est pas ce qui m'intéresse du tout. Donc non, j'ai pas l'impression d'être sensible au beau, au joli, à tout ça. Ce qui vous intéresse, est-ce que c'est de toucher l'enfant qui est en nous? Moi, je sais pas si c'est l'enfant. Je sais pas si c'est l'enfant qui est en vous, avec qui je veux être connecté. Ça, j'ai l'impression que ça dépend vraiment de la personne qui regarde. C'est pas à moi de choisir ou de me poser la question. Ça, c'est vraiment à la personne de... Encore une fois, des fois ça tombe, c'est comme ça. On savait pas qu'on sentait ça sur le moment, et puis putain, tel dessin qui fait ressentir ce truc, donc ça va dépendre. J'ai plein d'exemples. Des exemples de personnes qui ont regardé des œuvres et qui m'ont dit ah ouais, ça m'a fait ressurgir un souvenir de quand j'étais gamin, comme d'autres qui vont me dire que ça arrivait là récemment. Je pense que c'est pas tant l'enfant, c'est plus dans la vie, dans le quotidien. C'est plus ça que je vais viser, plus le quotidien. Plus me connecter avec la vie d'une personne et je pense qu'on aime bien se dire que des fois on n'est pas le seul à avoir vécu telle chose. C'est rassurant, c'est pour ça je pense que le rap ça marche bien parce qu'on écoute des textes et on se dit ah tain, il a vécu ça lui aussi, je pense être le seul mais en fait pas du tout. Je pense que toutes les formes d'art qui mettent en avant ça, forcément ça nous parle et moi c'est vers là où je tente d'aller. Ce que vous recherchez, votre mission entre guillemets, c'est quoi? C'est de traduire l'émotion des gens avec vos tableaux? Ça, on va dire que ça, c'est pas tant la mission, c'est plus un résultat, on va dire. Comment on peut appeler ça? Ouais, c'est un effet. Moi, ma mission, en vrai, elle est beaucoup plus égoïste.
C'est plus dessiner des choses, faire des mises en scène, des trucs, mais que moi j'ai vécu, ou que moi j'ai ce que moi je pense. Voilà, c'est beaucoup axé sur moi, mine de rien. Je pense que l'art, il est pas mal pour ça. Faut vraiment, des fois, l'égocentrisme, l'égoïsme dans l'art, il est intéressant parce qu'il faut faire un travail sur soi, quelque chose pour pouvoir le proposer ensuite. Donc moi, ma première mission à moi, très sincèrement, c'est vraiment me communiquer. Il faut que ça sorte de cette manière-là. Et par effet, de temps en temps, si tout va bien, il y a une connexion qui se fait. Est-ce que vous vivez de votre art Oui. Ouais, depuis longtemps? Ça va faire 5 ans maintenant. Est-ce que c'est une liberté? Ah oui, c'est une liberté, ça a été un but que j'ai eu très très vite. C'est une grande liberté, ouais. J'ai failli dire total, mais c'est pas vrai, c'est une grande liberté. Ça, c'est le matériel pour peindre, c'est ça, là-bas? Donc ouais, c'est du matériel, mais faut que j'en rachète là. J'ai que des fonds, des trucs comme ça. Là, pour la prochaine expo, je vais d'abord dessiner ce que j'ai à faire, et ensuite en fonction, je vais prendre le matériel dont j'ai besoin. J'ai jamais eu de prof, de maître, peu importe. Mais c'est vrai qu'un exemple, le fait d'être dans un atelier partagé avec d'autres artistes, forcément on est amené à avoir des conversations, des discussions, on piaille longtemps, on parle de tout, on se montre des œuvres. Et ça, je sais pas si ça m'a appris, je les vois pas du tout comme des professeurs, des choses comme ça, mais forcément ça a un impact. Ça a un impact sur notre travail, sur notre technique, mais voilà, c'est compliqué parce qu'on grandit aussi en même temps, on essaie de faire d'autres choses, donc il y a tout ça à mettre dans la salade. Je pense que c'est pas tant des professeurs qu'on a autour, mais ça a des impacts forcément sur notre manière de faire. Et vos idées, vous les récoltez où? Un peu partout, vraiment un peu partout, c'est la sensation que j'ai en tout cas. Et j'ai pas un vecteur, j'ai pas une manière d'avoir des idées. C'est tout ce que j'essaie d'emmagasiner le plus de choses dans plein de catégories complètement différentes. Des fois, ça va être une posture. Je dis, tiens, telle posture comme ça qui est pas mal avec le genou comme ça par terre. Donc, je essaie de le garder. Puis je me dis, j'allais faire une connexion avec quelque chose d'autre. Après, des fois, ça va être un objet ou une situation. Je me dis, un manifestant, ça va être intéressant à travailler, ou un policier, pourquoi pas. Et puis, j'essaie de faire des connexions. Donc, c'est souvent ça. J'essaie d'avoir un sac avec plein de références, plein de trucs. Et ensuite, quand je suis en phase de création, on va dire, j'essaie de faire avec tout ça et de voir ce qui colle, qu'est-ce que ça peut raconter. Et puis des fois, j'ai un bout de phrase dans ma tête, je me dis, ah, tiens, j'aimerais bien raconter telle chose, voilà, un peu abstraite. Et puis voilà, c'est vraiment comme ça que je le vois. J'imagine, j'ai un peu l'esprit d'escalier. Un truc va me faire penser à un truc, et puis un autre truc, et puis. Donc j'essaie d'avoir un brainstorming comme ça, géant, perpétuel, comme ça, dans ma tête. Et après, j'emmagasine encore des choses, et puis des trucs, je me dis un jour ça va me servir, et puis voilà, c'est comme ça que que je pense, que je réfléchis. Et vous avez un carnet où vous notez tout? J'aime pas trop les carnets, j'aime bien tout voir, donc ça prend justement cet espace. Donc j'ai un espace dans mon atelier où j'ai pris tout un mur qui est dédié à... Je mets avec des punaises toutes mes idées. Et j'aime bien tout voir en une fois pour faire des connexions. Carnet, c'est page par page, donc des fois j'oublie ce que j'ai vu avant. Là, j'aime bien tout voir en même temps. Là, vous êtes sur un dessin, c'est en 2D, mais vous êtes quand même intéressé par le mouvement. Ça, c'était un travail que vous avez appris, vous, à force de tester C'est à force de tester, ouais. C'est à force de tester, à force de voir, d'essayer, Le mouvement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis en train de faire une série en ce moment autour du mouvement, mais après, il y a plein de manières de bouger. Moi, j'essaye d'avoir un mouvement, mais qui est particulier, c'est ce que j'appelle la gesticulation. Le fait de bouger, mais pour rien, des fois. Donc, j'essaye de faire des études autour de ça, de ce concept, de gesticuler, de bouger dans tous les sens pour pas de résultat au final. Je trouve ça assez intéressant. Même le travail d'étude, le travail de série, je trouve que c'était une bonne manière aussi d'axer, on va dire, ce travail-là. Et après, en 3D, vous êtes mis à la sculpture. C'est ça. En petit format. Ah, j'ai fait un peu de tout, là. J'ai fait du petit format, j'ai fait entre du 15 cm et du 2,50 m. La première que j'ai faite, elle faisait 2,50 m. C'est une sculpture qu'on peut retrouver à Parcelles, le musée Parcelles à Montpellier. Après, j'ai fait plusieurs figurines, comme ça, pour tester, pour voir. Et après, le gros de mon travail, ça a été fait avec Atacus, l'entreprise qui sont spécialisées dans la création
de sculptures et de figurines. Et on a travaillé pendant un long moment pour la création de 3 sculptures, cette année que j'ai pu faire pour mon expo solo dans la galerie Silas. Et là, ouais, un gros travail de plusieurs mois, je dirais même 6 mois, peut-être un peu plus, pour les sortir. Et super intéressant. J'aime beaucoup cette manière de travailler aussi avec des gens qui savent faire. Je trouve ça plutôt cool. Et puis voilà, beaucoup de plaisir à faire ça. Est-ce que ça vous embête si je vous demande si c'est l'enfant qui est en vous qui parle ? Alors, Votre regard d'enfant ou moi, pas, ou- je dis ça souvent, que ce soit avec ma mère. J'ai pas l'impression d'avoir changé. C'est une continuité. Je me rappelle pas du moment où ça s'est arrêté. Il n'y a pas eu une frontière, il n'y a pas eu... J'essaye d'être, c'est une phrase un peu bateau comme ça, mais d'être fidèle aussi aux promesses que je m'étais fait quand j'étais gosse ou l'enfant que j'étais. Mais je veux pas être le genre d'adulte en fait où il y a eu une brisure, un moment, quelque chose où je me dis ah mais ça y est, je suis plus un gosse, c'est fini, je peux plus faire ça. Non, j'essaie de pas l'avoir. Et donc j'ai pas l'impression d'avoir changé ou d'avoir j'ai l'impression que c'est la même personne en tout cas qui parle entre celui qui avait 10 ans et maintenant. Sauf que j'ai une carte bleue et en plus et 2-3 trucs qui font de moi un adulte, mais j'ai été préservé, je pense, par ça, grâce à ce métier, grâce à cette passion, de pas avoir la bascule entre j'étais un enfant et maintenant je suis un adulte. C'est un peu plus flou, cette bascule-là, cette frontière, elle n'est pas aussi nette. Et j'aime bien quand même ce côté-là. Moi, dans ma tête, quand je fais les choses, quand je les entreprends, quand j'imagine, il n'y a pas du tout cet aspect-là, il n'y a pas du tout cette conscience, on va dire, politique, ni même cette notion d'engagement, des choses comme ça. Vraiment pas. Et moi, c'est juste une proposition que je fais, une manière de montrer les choses telles qu'elles sont, avec mon regard. Et en fait, j'apporte pas de réponse, au final, avec mes créations. Enfin, j'ai pas de jugement. Je veux pas imposer quelque chose avec mon message. J'essaie d'avoir une ouverture, mais c'est juste une question, une proposition, une manière de dire, bah voilà, il s'est passé telle chose, c'est factuel, mais moi je le vois comme ça, avec cette mise en scène-là. C'est vraiment ça, moi, qui m'anime, plus que me dire que je vais être revendicatif dans quelque chose. Je suis pas en réaction. J'attends pas qu'il se passe quelque chose pour que moi je fasse quelque chose pour en parler. Je sais que j'ai pas du tout cette posture-là. Donc je veux pas être un donneur de leçons avec mes œuvres. Je peux facilement tomber dans ça parce que forcément on essaie de faire des messages, des choses un peu comme ça. On essaie d'être dans l'actualité mais sans trop être dans l'actualité non plus. Donc on peut vite passer de l'autre côté, d'être un peu plus donneur de leçons et puis travailler dans la rue. Ça veut dire que tout le monde voit nos dessins et j'ai pas envie d'être pesant. J'ai pas envie d'être chiant, j'ai pas envie d'être relou avec ce que je fais. Mais c'est pas pour autant que je vais me freiner, et c'est juste une mentalité. Et ma mentalité, moi, c'est vraiment d'être plus dans la proposition d'un point de vue. Qu'est-ce que vous allez laisser comme trace, à votre avis ? Après ma mort, vous voulez dire ? Ouais. Ah merde. Là, je sais pas, j'espère quelque chose de bien. Après, quoi, je veux dire, j'ai pas d'enfant, je suis pas encore dans tout ça, donc c'est compliqué de se positionner. Je vous avoue que j'ai pas réfléchi plus que ça. Et puis, juste quelque chose de positif. Ce serait pas mal déjà. Au moins ça. Un bon souvenir déjà, c'est bien. Qui sont ceux qui vous achètent ? Parce que vous avez la chance de les côtoyer un petit peu. Franchement, j'ai pas une catégorie. Pareil, j'ai cette chance aussi, avec ce personnage-là, de toucher un peu tout le monde. Tout le monde, que ça soit... j'ai eu des collectionneurs qui ont... là, récemment, je parlais avec un jeune qui devait avoir 12 ans, qui adore ce que je fais et qui a économisé pendant je sais pas combien d'anniversaires pour s'acheter une sérigraphie. C'était super intéressant. Enfin, à 12 ans, moi j'étais sur autre chose que de vouloir acheter une sérigraphie. Mais voilà, je le considère comme un collectionneur à part entière. Et à côté de ça, j'ai eu là, récemment, c'était un couple de retraités qui avaient la même énergie dans l'acquisition d'une œuvre. Puis voilà, je trouvais ça pas mal d'avoir cette espèce de panel aussi de personnes, de me dire que c'est marrant qu'une œuvre, elle peut toucher telle personne, et puis telle personne à côté qui a rien à voir, et puis encore une autre, et puis... Donc je suis assez fier d'avoir tous ces gens complètement différents autour de moi qui sont sensibles à ce que je fais. Ça motive, ça montre en tout cas que voilà, on est compris. C'est agréable quand même d'être compris.
Puis non, c'est cool. J'en suis assez fier. Je fais un projet pour un ami qui fait un album de rap. Dans pas très longtemps, il a un projet assez cool avec des... j'ai pas envie de trop en dire, c'est son projet, mais avec des cartes. Et des cartes à collectionner. Et il m'a demandé de faire une carte pour ce projet, donc je vais dessiner sur ça pendant toute l'après-midi, je pense. Après, lui, il va te dire oui, ça me va ou ça me va pas. Non, c'est pas le genre. Il m'a dit à peu près ce dont il avait besoin. Et après, je vois à peu près ce dont il a besoin, et ça ira avec mon style, et il n'y aura pas d'aller-retour, ça va coller directement. Est-ce qu'il y a un tableau que vous ne vendrez jamais ? Non, moi je suis pas du tout... Comme je disais tout à l'heure, mes dessins, quand j'étais plus jeune, je les donnais. Et j'ai jamais été ni collectionneur, ni même, attaché de près ou de loin à une œuvre. Moi, je suis plus attaché aux idées, au moment que j'ai fait, au moment où je les dessine, que vraiment l'œuvre finale. Enfin, mes œuvres, elles n'ont pas leur place près de moi ou dans mon atelier. Leur place, elles sont ailleurs. Et je suis pas du tout attaché à ça. C'est pour ça que je me suis mis aussi au collage dans la rue, faire des dessins. Donc je fais des originaux que je colle dans la rue, mais ça me dérange pas du tout. J'ai adoré faire le dessin et j'ai adoré le coller, mais je veux plus le voir. Ça y est, je veux passer à autre chose, je veux faire le suivant, le prochain, et encore. C'est pour ça que pendant longtemps, j'ai réussi à être assez productif sur Montpellier, avoir pas mal de collages quand j'étais un peu plus jeune, parce que justement j'avais ce truc, que moi ce qui m'intéressait, et ce qui m'intéresse encore, moi c'est juste dessiner. C'est pas tant l'œuvre finale en soi, je suis content quand je l'ai fait, mais je passe automatiquement à autre chose. Offrir, c'est faire plaisir. Ouais, non, bien sûr, mais après ça fait partie de... Je me dis, vaut mieux que ça aille chez quelqu'un que ça aille à la poubelle. Donc c'est un mode de vie, c'est un cadre, c'est un système qui me colle parfaitement. Alors vos projets ? Mes projets, là je vais faire une exposition en mars pour l'Urban Art Fair avec la galerie Silas. Là on est sur ça en ce moment, c'est le gros projet sur lequel je travaille. Et après j'ai une exposition à Jakarta aussi dans une galerie. Pareil, on est en train de travailler sur ça. Pour 2026, j'aimerais bien faire une BD. Moi aussi, je suis en train de bosser dessus. Peut-être la fin d'année prochaine, j'aimerais bien. C'est-à-dire écrire l'histoire et la dessiner ? Ouais, c'est ça. C'est la continuité de ce que je fais. Ça serait une page, une histoire. Et c'est soit créer de nouvelles œuvres, mais qui rentrent en plusieurs cases. C'est décortiquer une histoire. Donc c'est pas faire une histoire sur un temps long, sur un album, mais plus une page, une histoire. Et à chaque fois, une nouvelle mise en scène, un nouveau message. Donc c'est vraiment la continuité de ce que je fais, mais sous forme de BD. Je pense que ça peut être cool. Donc je travaille dessus. J'aime bien avoir plein de projets en même temps. Comme je disais, des fois c'est un peu différent. J'aime bien passer de ci à ça, à ça, à ça. Donc c'est les gros trucs. Après des figurines aussi, sur lesquelles je travaille. Et puis c'est pas mal déjà. Alors en fait, peut-être que vous réussirez à réaliser votre rêve de voyager dans le monde entier. J'ai eu la chance de pouvoir bouger un petit peu grâce à ce personnage-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose, j'aimerais bien de plus en plus que ça soit un peu plus dans le quotidien. C'est quelque chose sur lequel je travaille. Mais je suis déjà très 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 heureux de ce que j'ai pu faire. Donc ça, si je peux rajouter encore des voyages, des choses comme ça, c'est encore mieux. Ouais. Vous avez un galeriste et puis vous avez un compte Instagram. C'est ça vos deux modes de communication ? Le mode de communication, c'est beaucoup sur les réseaux, la rue aussi, pas mal aussi l'atelier. Mine de rien, on fait énormément d'événements, il y a toujours du monde qui passe. C'est à chaque fois ouvert, donc c'est une communication directe, on va dire. Mais oui, forcément les réseaux, les expositions, des choses comme ça qui font que je peux travailler sereinement. Merci. Avec plaisir. C'était Ma vie en rose. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce portrait sonore.